Éditions Editea. Parlons donc, si vous le voulez bien, du coronavirus, non pas pour nous arrêter à l'actualité du moment avec ce premier mort français, mais pour nous interroger sur les conséquences possibles de cette épidémie et notamment peut-être sur une forme de fin de la mondialisation. On le sait, les échanges avec la Chine se grippent, la Chine qui est l'usine du monde. Peut-être est-ce l'occasion de relocaliser un certain nombre de productions sur notre sol. C'est en tout cas le point de vue de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances. Et je pense qu'il faut tirer les conséquences de long terme de cette situation. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'il faut que nous réfléchissions à renforcer la souveraineté économique, l'indépendance économique de notre pays, en ayant la capacité de produire un certain nombre de biens qui sont stratégiques pour notre industrie, en France ou en Europe, et pas uniquement en Chine. Brice Couturier, est-ce que cette épidémie sonnerait la fin du vaste mouvement de mondialisation ? En tous les cas, elle nous fait prendre conscience de la dépendance dans laquelle nous sommes tombés vis-à-vis de certains éléments de la chaîne de valeur. Et l'élément central, c'est l'usine du monde, c'est la Chine. Maintenant, il s'imaginer qu'on va produire des ordinateurs et des t-shirts en France. Même Bruno Le Maire ne doit pas être vraiment convaincu de ce qu'il dit. Par contre, oui. On savait le faire dans le passé, on fabriquait du textile. Si vous voulez payer les vôtres 25 € pièce, ok, faites-les fabriquer par des textiles français, ça sera vachement très très bonne qualité, j'en suis certain. Mais vous ne pourrez pas vous en acheter beaucoup dans l'année. Ce à quoi on va probablement assister, d'une part, c'est il y a un test à l'égard de certains gouvernements parce qu'effectivement, leur gestion de la crise, je pense à l'Iran et à la Chine en particulier, ont démontré la vulnérabilité de certains systèmes centralisés, autoritaires, obscurs au niveau de l'information. Il y a ça. Et puis d'autre part, probablement, oui, la chaîne de valeur va être toujours disséminée en faveur des pays à main-d'œuvre bon marché, mais ça sera probablement des pays comme la Turquie ou l'Afrique du Nord, où on aura des chances de trouver des équivalents de la Chine en matière de savoir-faire, mais à des coûts salariaux aussi bas que c'est le cas en Chine. De toute façon, déjà en Chine, les coûts salariaux étaient en train de monter sérieusement, puisqu'ils sont en train de délocaliser eux-mêmes vers le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, etc., l'Éthiopie. Ils sont en train de descendre d'eux-mêmes. Donc oui, ça va mettre à l'épreuve, la chaîne de valeur, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire cette démondialisation, cette délocalisation de la production, et d'autre part, les régimes. C'est aussi important de voir que les régimes non démocratiques sont soumis à une épreuve intéressante. Fergan Aziari, on s'est penché à l'occasion de cette épidémie sur le commerce extérieur, par exemple entre la France et la Chine. Nous leur exportons 22 milliards par an, ce qui est formidable, mais on leur importe 50 milliards. Peut-être que c'est une bonne nouvelle finalement, cette épidémie, pour réduire notre déficit commercial. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les difficultés d'approvisionnement. Oui, non, bien sûr, mais on voit bien aujourd'hui que les difficultés en matière d'approvisionnement de médicaments et dans plein de secteurs montrent que le commerce international est quand même vital pour la santé économique et la santé tout court des populations. Moi, ça me fait penser à une petite musique qu'on entend depuis quelques semaines sur des gens qui fantasment sur la fermeture des frontières en accusant précisément la libre circulation des personnes, des marchandises et la mondialisation d'avoir favorisé cette pandémie. Je pense que toute cette vision, toute cette pensée est un peu vulgaire. L'humanité, la maladie n'a pas attendu que l'humanité vive dans une ère hyper connectée pour la frapper, pour l'accabler avec des maladies. La peste noire qui a décimé un tiers de la population européenne au Moyen-Âge, eh bien, elle a fait des ravages dans un monde où l'avion n'existait pas. Et donc, la mondialisation n'est pas en cause, et j'irai beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler aujourd'hui que malgré tous les problèmes que nous vivons, l'humanité n'a jamais été aussi en bonne santé, c'est-à-dire que l'espérance de vie est au plus haut. Si nous sommes passés de 1 milliard d'habitants à 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous nous sommes reproduits comme des lapins, c'est parce qu'on a cessé de crever comme des mouches, pour le dire assez simplement. Et tout ça, c'est aussi dû à l'enrichissement permis par le commerce mondial. C'est le commerce mondial qui nous a permis de nous enrichir, d'avoir une industrie pharmaceutique et médicale compétitive qui permet de mettre à disposition des médicaments, des vaccins, et ceci à une échelle massive. Donc le coronavirus ne fait pas exception à l'arrêt que la coopération vaut toujours prime sur le repli quand il s'agit d'affronter les défis de demain, y compris sur le plan sanitaire. Alors nos internautes sont assez partagés. Vous pouvez, comme d'habitude, vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur Internet, exprimer votre opinion sur Twitter. Et vous êtes 52% à considérer que la crise du coronavirus
pourrait être à l'origine d'un phénomène de démondialisation. Ça veut dire que 48% pensent le contraire. Et vous, Daniel Bilalian, qu'en pensez-vous? Je pense que la première chose, c'est que pour le Français moyen, cette épidémie fait prendre conscience de ce qu'est un pays comme la Chine, qui n'existait pas dans le monde jusque dans les années 1990, et qui aujourd'hui, c'est tout de même extraordinaire, une épidémie en Chine met en danger l'économie mondiale. Ça n'est jamais arrivé dans n'importe quel autre pays, même un pays important. Ça, c'est ce que le Français va comprendre. Et l'autre chose, ça va peut-être l'amener à regarder dans les magasins l'origine des vêtements ou des objets qu'ils achètent. Parce qu'il suffit de regarder l'origine, qui est la Chine, le Bangladesh, etc., pour se rendre compte que l'industrie française est en réelle difficulté et que nous sommes, nous, la cause de ça. Même si nous pourrions payer un peu plus cher nos t-shirts et nos costumes en les achetant en France, ça peut peut-être provoquer un réflexe de citoyenneté en disant attention, arrêtons d'acheter dans ce pays. Cela dit, ce pays est aussi en train de se développer, les salaires vont augmenter et les bas salaires vont partir vers d'autres régions du monde. Mais pas à ce niveau-là, parce que le problème de la Chine, c'est que c'est 1 milliard d'habitants, donc 1 milliard de travailleurs. 1,4 milliard. Hein, voilà, et qui ont besoin de produire pour se faire connaître. Quant à l'épidémie elle-même, je trouve que c'est encore un phénomène d'aujourd'hui, c'est-à-dire la propagation de l'information, elle se fait à une telle vitesse que quelque chose qui aurait mis 6 mois, 1 an à se faire connaître, il y a encore 10 ans de ça, est aujourd'hui connu dans les quelques heures qui suivent. Certains disent même que et tant mieux. Ce type d'événement a déjà eu dans le passé, sans qu'on l'ait forcément su, parce qu'en fait, il y avait des morts d'origine inconnue. On ne se souvient plus du SRAS. Est-ce que le SRAS a été... On n'a plus en mémoire comment ça s'était propagé. Il y avait moins d'incidence à l'époque parce que la Chine n'était pas aussi puissante économiquement et aussi... Et de mémoire, le SRAS avait fait 740 morts, ce qui à l'échelle mondiale est quand même assez... Pas grand-chose, mais ça c'est aussi le signe de la prospérité des êtres humains, c'est-à-dire qu'on a tellement été habitué à éradiquer la maladie que lorsque survient effectivement un nouveau fléau, eh bien il nous surprend, il est d'autant plus violent dans les esprits parce qu'on n'est plus habitué à ces hécatombes et quelque part c'est aussi un bon signe, c'est un signe positif. Jacques Isabello, vous êtes passionné de politique. Est-ce que vous considérez que cette épidémie, qui pourrait devenir une pandémie si effectivement elle se répand dans le monde entier, est une espèce de parabole du Le Pénible, c'est-à-dire il faut fermer les frontières, il faut relocaliser. C'était un des arguments de campagne du Rassemblement national. Ils appelaient ça le localisme. Bien sûr. Alors, ça leur donne raison ou pas ? Le phénomène est mineur, mais il existe de manière non pas ostentatoire, mais bien visible. Couche-Mité, qui est quand même assez connu, a relocalisé toute une partie de sa production. Alors non pas le thé, mais tout un tas d'autres éléments. Salomon a fait pareil. Le coq sportif. Donc il y a un phénomène parce que le consommateur veut de plus en plus de petites quantités, très personnalisées et beaucoup plus vite. Donc de ce point de vue-là, de ne pas systématiquement considérer la Chine comme l'atelier du monde, c'est quelque chose qui laisse une trace dans les chiffres. Après, quand on regarde dans la chaîne de valeur, auparavant, la Chine était le pays qui fabriquait des choses à basse valeur ajoutée, ça n'est plus le cas. Donc dans la chaîne de valeur, elle prend de plus en plus de place. Pour compléter les choses très brillantes qui ont été dites, non, moi je pense que c'est intéressant cette épidémie, parce que si on reprend un peu la pensée de Jean Tirole, qui a beaucoup écrit, comme vous le savez, sur les biens communs. Notre prix Nobel d'économie. Voilà, notre prix Nobel d'économie. C'est intéressant parce que dans cette société assez instable, où on se rend compte de plus en plus que cette instabilité a des impacts sur l'environnement, que l'air c'est un bien commun, c'est important, que l'eau c'est un bien commun, c'est important, et bien que la santé et le système de santé publique, c'est important pour une économie qui fonctionne bien. Et ce qu'on peut voir là, c'est que derrière toute la propagande chinoise, eh bien, leur système de santé publique ne fonctionne absolument pas. Donc ce qui est en train de paralyser l'économie mondiale, ça n'est pas le coronavirus. C'est l'incapacité du système de santé publique chinois à endiguer ce phénomène-là, parce que ça s'est déjà passé. Les Italiens, ils ont du mal aussi, non, depuis quelques jours ? Ils ont du mal, pas à la proportion des Chinois. Si jamais vous demandez au Premier ministre de bloquer 50 ou 60 millions de personnes comme viennent de le faire les Chinois, déjà, juridiquement, ça serait très compliqué, on ne pourrait pas le faire. Mais rappelez-vous, vous qui avez une très très bonne culture économique, mon cher Guillaume, quand il y a eu Fukushima,
les chaînes de valeur de tout un tas d'usines un peu partout dans le monde ont été considérablement bloquées de la même manière. Cette incapacité à organiser leur santé publique est quelque chose qui démontre que le capitalisme bienfaiteur pour tout le monde, il doit tout prendre en compte. Et donc quand nous, on dit on ne doit pas opposer capitalisme et système social, eh bien on doit le répéter aujourd'hui parce que vous le voyez, même si on est un peu paniqué, eh bien je pense que l'Agence de santé publique française a l'ensemble des dispositifs pour arriver à bloquer la propagation de ce virus en France. Je sais que j'ai assez dit qu'il ne fallait pas se cacher la tête sous la couverture, mais moi je le verrais plutôt de cette façon-là. Et d'un point de vue des Chinois, c'est une catastrophe. Vous connaissez ce pays pour ceux qui y sont allés. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de médecine de ville. Derrière leurs 2 hôpitaux qu'ils ont construits, vous avez des gens qui crèvent dans des pauvres hôpitaux qui ne portent ce nom que parce qu'on n'a pas d'autres mots. Et ce truc-là porte un coup fatal à l'économie mondialisée, mais l'économie mondialisée, en tout cas, ne reculera pas. Ceci dit, il une mauvaise sera nouvelle. intéressant de voir, d'observer dans quel pays émerge un éventuel vaccin ou un éventuel. Voilà, si c'est aux États-Unis que ça se passe ou dans des régimes libéraux, ça portera aussi un coup au récit qui voudrait que les systèmes autoritaires soient nécessairement les plus efficaces et les plus productifs pour lutter aussi contre ce genre de maladie. Brice Couturier, les idées qu'on appelle protectionnistes sont à la mode dans de nombreux pays. Donald Trump a même été largement élu là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça peut les faire progresser dans l'opinion française? Ou est-ce que le coronavirus sera-t-il, selon vous, un tournant ou une parenthèse? Une parenthèse. Je ne vois vraiment pas comment le processus de mondialisation pourrait reculer. Non, ce que je crois profondément, c'est qu'il va y avoir des zones. Si vous voulez, il est très probable qu'à l'horizon des 10 prochaines ou des 20 prochaines années, il y a une zone chinoise où les standards, où les modes de vie, où les intérêts chinois prédominent, et une autre qui soit occidentale ou disons américano-européenne, dans lesquelles les standards européens, les modes de vie, les valeurs, etc., et les intérêts. Donc probablement plutôt une régionalisation de la mondialisation, une bifurcation en 2 ou en 3 ou en 4 zones différentes, mais l'idée qu'on puisse refermer les frontières et fabriquer nous-mêmes des ordinateurs, des voitures, des t-shirts et des médicaments, c'est totalement absurde. On n'imagine pas les Belges faire une chose pareille. En fait, tout va dépendre de la durée de cette épidémie. C'est ça qui va être déterminant. Si elle est résolue dans le premier trimestre, ça sera un épisode et on n'en parlera plus. Tout dépend, à mon avis, de la durée. C'est la durée qui peut remettre en cause le régime chinois et l'importance de la Chine dans le monde. Parce qu'avant de remettre une usine en route en France, je pense que quelqu'un va peut-être attendre au moins un trimestre ou un semestre avant de se dire puisque j'ai des problèmes d'acheminement de la Chine, je vais me remettre à travailler dans mon pays. Et puis le raisonnement qui consiste à dire on va tout mettre en France pour éviter de s'exposer aux risques mondiaux est complètement débile. C'est-à-dire que demain, s'il y a un problème en France, s'il y a une maladie en France et que tout s'arrête en France, que fait-on si on n'a plus la possibilité d'importer? Non mais je veux dire, le libre-échange, c'est aussi la capacité de diversifier ses sources d'approvisionnement. C'est ce qui fait qu'on a lutté contre la famine, c'est ce qui fait qu'un pays qui a des pénuries parce qu'il y a des problèmes climatiques, eh bien, peut se tourner vers un exportateur. C'est comme ça qu'on a éradiqué la pénurie ces dernières décennies. C'est grâce à la diversification des sources d'approvisionnement, grâce au libre-échange. Oui, mais le principe est quand même intéressant. C'est vrai que pendant ces 20 dernières années, on avait systématisé la mondialisation. Aujourd'hui, si on veut installer des process de production agricole qui soient un peu plus aux normes que nous vantons, on va le faire mieux chez nous. Que si on le faisait, ne serait-ce que par exemple en Espagne, on ne va pas entamer le débat sur le bio, la différence entre ici et bio, que ça nous permette de redécouvrir, je ne vais pas faire mon ricardien de base, mais qu'on peut avoir des avantages comparatifs en France pour certains types de production et privilégier le local comme certains le font, encore une fois, et même dans le domaine du textile, on voit très régulièrement dans le Nord que sur des produits à forte valeur ajoutée, on relocalise, mais que ça nous permette de diversifier ce processus, oui, mais par contre, dans les chiffres, vous le savez, Guillaume, c'est absolument pas vrai. Si les chiffres de la mondialisation diminuent, c'est parce qu'on fait encore plus d'économies sur les composants de vente à mondialiser. Et donc, dans la masse des chiffres qui sont produits, on a l'impression que ça baisse. Mais sur le volume, ça baisse absolument pas. En volume. Voilà, exactement. Qu'en pensent nos internautes? D'abord, il y a Jay qui nous rappelle que le coronavirus a fait 2 ou 3 morts en France, même un seul, cher Jack, à notre connaissance, alors que la grippe, quant à elle, tue des centaines de Français chaque année.
citoyen-payeur, considère, lui, que nous allons enfin nous apercevoir de notre dépendance vis-à-vis de la Chine. Philippe est favorable à relocaliser ce qui est essentiel sur le plan stratégique. Et enfin, cette remarque de Claudius XV qui nous rappelle que la Chine produit aussi la plupart des principes actifs de nos médicaments. Et enfin, cette dernière réaction, elle nous vient de Sich, qui estime que la mondialisation est un choix politique et pas une obligation. Parlons, si vous le voulez bien,